On voit que cette idée de la punition sur un individu d'une faute collective commise à l'égard des dieux ou de la société ou de la nature est quelque chose qui traverse le temps. Elle traverse le temps si bien d'ailleurs que au XXe siècle, et sans doute au XXIe, mais on manque encore d'heures un petit peu costauds, au XXe siècle, elle dure toujours. En 1947, Albert Camus publie La Peste. Albert Camus, 1913-1960. La Peste, c'est quoi? C'est un roman qui raconte une épidémie imaginaire de peste à Oran, en Algérie. Parmi les principaux protagonistes du roman, il y a un médecin, on y viendra tout à l'heure. Mais on trouve aussi un prêtre, le père Panelot. Et alors que l'épidémie vient enfin d'être reconnue par les autorités comme par la population de la ville, ce prêtre prend la parole pour son prêche du dimanche. Lorsqu'il attaqua l'assistance d'une seule phrase véhémente et martelée, « Mes frères, vous êtes dans le malheur. Mes frères, vous l'avez mérité. » Un remous parcourut l'assistance jusqu'au parvis. Mes frères, vous l'avez mérité. Donc, encore une fois, on reste dans cette idée qu'il y a une faute qui a été commise. C'est pas un hasard, c'est pas simplement une maladie. Il y a une valeur de malédiction dans les épidémies. Alors, heureusement, il y a d'autres attitudes face à la maladie, face à l'épidémie. Il y a d'autres attitudes que la recherche de coupables pour les sacrifier et pour expier d'un crime. Qu'est-ce qu'il dit, le docteur Rieux? Il dit, Panelot est un homme d'étude. Il n'a pas vu assez mourir, et c'est pourquoi il parle au nom d'une vérité. Mais le moindre prêtre de campagne qui administre ses paroissiens et qui a entendu la respiration d'un mourant pense comme moi. Il soignerait la misère avant de vouloir en démontrer l'excellence. Donc il y a aussi une autre approche, qui est une vision objective des faits, et c'est l'approche qui consiste aussi à avoir recours à la science. Elle ne date pas seulement du XXe siècle, elle est elle aussi en fait très 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 ancienne. Si on revient à Sophocle, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais quand le peuple de Thèbes vient implorer Oedipe, son roi, il lui dit ça. Or, maintenant, Oedipe, le plus puissant des hommes, nous sommes venus vers toi en suppliant, afin que tu trouves quelque remède pour nous, soit qu'un oracle divin t'instruise, soit qu'un homme te conseille, car je sais que les sages conseils amènent les événements heureux. Donc on voit bien qu'il y a déjà chez Sophocle ce balancement. Il y a soit l'oracle divin, vous savez, on lit dans les entrailles des oiseaux, on lit dans les nuages, et puis on décide de sacrifier un animal ou un être humain. Et puis il y a l'autre côté, qui est qu'un homme te conseille, car les sages conseils amènent les événements heureux. Autrement dit, même chez Sophocle, même au 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ, il y a la possibilité qui est ouverte de ce recours à la raison plutôt que de se dissimuler derrière la terreur et les sacrifices. La sagesse est ainsi mise au même niveau que l'oracle divin. C'est la même chose chez Thucydide. Thucydide, dans son récit, il n'insiste pas sur le caractère surnaturel de l'épidémie. Au contraire, il en fait un récit le plus neutre possible et qui est doublement intéressant parce que, au fond, c'est un des premiers reportages de l'histoire. Reportage parce que Thucydide est présent à Athènes au moment de la peste et il s'exprime en tant que témoin. Donc la science et la réflexion peuvent représenter des ripostes face aux épidémies. Mais il y a encore une autre voie, qui est celle de la résistance. Dans son roman Le Hussard sur le toit, paru en 1951, Jean Giono, né en 1895 et mort en 1970, décrit les aventures d'Angelo. Alors Angelo Pardi, c'est un jeune officier italien qui est attaché à l'indépendance de son pays et qui, à la suite d'un duel, doit quitter l'Italie. Il fuit en Provence, où il se trouve confronté à une épidémie de choléra que Jean Giono
décrit avec beaucoup de détails et même, ce qui peut sembler bizarre, avec une certaine gourmandise. Voilà le tout début de cette épidémie de choléra et ses premiers symptômes. À Riant, il y eut dès 9 heures du matin 2 malades. Un charretier qui eut une attaque juste à l'entrée du bourg. Porté dans un cabaret, mis à l'ombre et saigné, il n'avait pas encore repris l'usage de la parole. Et une jeune fille de 20 ans qui, à peu près à la même heure, se souilla brusquement, debout, près de la fontaine où elle venait de boire. Ayant essayé de courir jusque chez elle, qui était à 2 pas, elle tomba comme une masse sur le seuil de sa porte. Angelo se réfugie à Manosque, une ville de Provence, et il est accusé d'empoisonner les fontaines. On notera que le bouc émissaire ou le pharmakos apparaît nettement ici dans une figure qui est très courante, c'est que l'étranger, le bouc émissaire, voilà, hein, il n'est pas de chez nous, donc c'est lui l'ennemi, donc c'est lui de sa faute. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Que fait Angelo alors? Il se cache sur les toits de la ville, avant d'être, une fois que la situation s'est calmée, il peut redescendre et il se trouve enrôlé par une religieuse qui nettoie les morts. Et à partir de ce moment-là, tout le temps de l'épidémie, Angelo va se battre en permanence, il va soigner les morts, il va soigner les mourants aussi, alors qu'il n'a aucune connaissance médicale. Et il le fait sans aucun souci de la contagion et avec une sorte d'inconscience romantique qu'il exprime très très bien dans la phrase qui suit. Mourir pour mourir, se disait Angelo. J'aurais bien le temps d'avoir peur, comme il se doit au moment de passer l'arme à gauche. Actuellement, la peur n'est pas convenable. La peur n'est pas convenable. Ce qui est une façon finalement extrêmement forte de définir ce que peut être la résistance. Et c'est peut-être là-dessus que nous allons terminer. Parce que dans la littérature moderne, les épidémies sont pas forcément la métaphore de la colère des dieux. Elles sont surtout la métaphore d'un autre type d'échange, de transmission, pas involontaire, celle-là, pas celle des épidémies, mais tout aussi dangereuse, c'est la transmission de la guerre et de l'occupation. Il n'y a pas de hasard, hein. La peste est publiée en 1947, Le Hussard sur le toit en 1951, soit juste après la Seconde Guerre mondiale, par 2 écrivains qui en ont été témoins et acteurs, chacun à leur manière. Et pour Camus comme pour Giono, les épidémies, avec leur cortège d'interdictions, de limitations des libertés, de rationnement, de comportements soit lâches, soit héroïques, soit majoritairement de simples comportements de survie, sont une manière d'évoquer l'occupation nazie et d'évoquer ce que ce type d'événement peut révéler de la nature humaine. Encore une fois, il s'agit d'un courant qui traverse les siècles. C'est vrai pour Giono, c'est vrai pour Camus, mais on voit déjà chez La Fontaine que chacun des membres du Conseil du Lion se défausse de ses responsabilités et que la faute et le sacrifice finissent par tomber sur un malheureux âne que La Fontaine décrit ainsi comme ce pelé, ce galeux d'où venait tout le mal. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? C'est que les événements qui touchent une collectivité apparaissent finalement comme le révélateur des convictions et de la morale de chacun. Et nous terminerons sur les ultimes lignes de La Peste. Camus écrit: écoutant en effet les cris d'allégresse qui montaient de la ville, Rieux se souvenait que cette allégresse était toujours menacée, car il savait que cette foule en joie ignorait, et qu'on peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu'il peut rester pendant des dizaines d'années endormi dans les meubles et le linge, qu'il attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que peut-être le jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ces rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse.
Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous.